Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le lundi 18 octobre. Je vous donne les titres de votre journal avec bien sûr le conflit autour de la réforme des retraites. Il prend une nouvelle tournure. Si François Fillon, le Premier ministre, a réaffirmé la volonté du gouvernement de ne pas céder face à la pression de la rue, les actions se radicalisent. Saint-Gilles a un nouveau maire. Il s'agit du socialiste Alain Guédot. Il a battu au deuxième tour l'ex-premier adjoint UMP, Eddy Valadier. Et puis le premier marathon de Montpellier a connu un vrai succès populaire. Plus de 2500 participants marathoniens relayeurs et un vainqueur, Marc Philippe, qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve en fin de journal. Vous allez nous raconter votre belle journée de dimanche. On commence bien sûr avec le conflit sur la réforme des retraites. Le Premier ministre François Fillon l'a promis, il n'y aura pas de pénurie. Pourtant, autour des raffineries et des dépôts pétroliers, les blocages se multiplient. Exemple avec le dépôt de Frontignan, bloqué cette nuit puis débloqué dans la journée par les forces de l'ordre. Récit d'Olivier Roiran. Une file de camions-citernes stoppés à quelques centaines de mètres du dépôt pétrolier de Frontignan. Cette fois, ça n'est pas un bouchon, mais bien un blocage. Depuis minuit, des barricades ont été érigées par 200 grévistes devant l'entrée du dépôt. Parmi les manifestants, une majorité de cheminots, mais aussi des enseignants et des agents hospitaliers, toujours mobilisés contre la réforme des retraites. On ne veut pas mourir au travail, tout simplement. Voilà, donc à partir du moment où on nous demande de travailler beaucoup plus longtemps, on estime que c'est pas normal, qu'on donne suffisamment de notre temps sur 60 ans. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on veut des retraites, négocier des retraites, le retrait du projet, négocier. Mais pas comme ça s'est passé, pas imposé par le gouvernement. Le blocage, de toute façon, je crois que c'est le gouvernement qui nous mène à cette extrémité. Puisqu'aujourd'hui, si on en est là, c'est qu'il n'y a plus aucun dialogue avec le gouvernement. Et je crois que les propos de Fillon hier soir, en disant qu'il empêcherait tout blocage de dépôt d'essence, et aujourd'hui on a prouvé que la CGT, on ne l'écoutait pas. 14h, le préfet de région, Claude Ballan, fait une visite éclair à Frontignan. Il vient demander le déblocage du site, un dialogue de sourds entre les syndicats et l'État. Votre devoir, c'est de venir écouter le terrain. Le terrain aujourd'hui, il vous dit qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Votre devoir, c'est de remonter l'information. Et après, de venir nous donner la réponse. Et à partir de ce moment-là, vous prendrez vos décisions. Ne prenez pas les décisions avant les réponses. C'est ça qu'on a à vous dire. Et là, aujourd'hui, vous êtes prêts à faire intervenir les forces de l'ordre avant d'avoir les réponses du gouvernement. Bien sûr. Mais non. Mais vous savez très bien que le Premier ministre a été dit, il l'a dit à la radio devant tous les médias qu'il ne tolérerait pas les blocages de dépôt. Pour le préfet, la position du gouvernement est claire et non négociable. Claude Ballan repart et quelques minutes plus tard, les gendarmes mobiles font leur apparition de l'autre côté des barricades. Je vous laisse quelques minutes pour que vous voyez. Et avec le GM qui est là, on va procéder au dégagement du site. On n'a pas le rapport de force, donc on va prendre les 5 minutes qu'ils nous laissent. On dégage tranquille, mais on dégage. On va laisser faire leur business. 15h, une centaine de gendarmes évacuent donc dans le calme les manifestants qui reculent sans opposer de résistance. Il faudra un peu de temps pour dégager totalement l'entrée du dépôt pétrolier de Frontignan. Les syndicats se réunissent ce soir en assemblée générale avant la grande journée de mobilisation prévue ce mardi. Et il est de plus en plus difficile de faire le plein dans l'agglomération de Montpellier, mais également dans le reste de la France. Les blocages des raffineries et des dépôts, on vient de le voir, empêchent le réapprovisionnement. Du coup, ce matin, à Montpellier, certaines stations n'avaient plus d'essence, alors que l'autre n'avait plus de diesel. La pénurie est-elle à notre porte? Début de réponse avec Jessica Péris. C'est le camion de la délivrance. À peine arrivé, et voilà que les automobilistes se jettent sur le carburant. Ce matin encore, dans cette station-service de Castelnau-le-Lez, il n'y avait plus rien, mais ce transporteur n'a que du gasoil à offrir. Je viens de Fos, la raffinerie de Fos, et c'est très dur pour le déblocage des camions. Et c'est en train de se négocier sûrement, et en espérant que ça ira pour le mieux. À quelques kilomètres de là, dans une autre station de supermarché, il ne reste que du samplon 95 et 98. Ceux qui sont venus prendre de l'essence le font simplement par précaution. Peur de la pénurie, non, je pense pas, mais de toute façon, pour pouvoir continuer d'aller travailler, effectivement, je prends mes précautions. Je ne suis pas totalement à sec, mais bon, je préfère prévoir. Mais les grandes surfaces, prises d'assaut la semaine dernière par crainte de pénurie, ne sont désormais plus les seules à être sollicitées.
À la station Total, route de Nîmes, seule l'essence est abondante. Le diesel, lui, ne cesse de se faire attendre. Théoriquement, Total nous avait assuré qu'on serait livré samedi, mais bon, samedi, malheureusement, la station était fermée. Et donc, normalement, on devrait être livré ce matin, mais à condition que le blocage des raffineries ne soit pas un peu plus fort, quoi. Même si le dépôt de Frontignan a été débloqué cet après-midi par les forces de l'ordre, 25 à 30% des stations-service de l'Hérault sont à sec et le risque de pénurie en réjouit certains. Vous craignez la pénurie ? Oui, je pense que ça va arriver. J'espère que ça va arriver d'ailleurs. Ça va bien bloquer le pays là et qu'ils vont reculer, quoi. Reculer. Du côté du gouvernement comme des manifestants, pour le moment, il n'en est pas question. Pour la préfecture, le message est clair, la pénurie à Montpellier n'est pas à l'ordre du jour. Et le gouvernement a annoncé cet après-midi la création d'un centre de crise chargé d'assurer la pérennité du ravitaillement en carburant. On lui souhaite bien du courage. Dans et devant les lycées, le conflit a pris une tournure un peu moins bon enfant. À Léonard de Vinci, à Montpellier, c'est la loge d'entrée qui a été détruite, ainsi que le système d'alarme par un cocktail Molotov. Et puis au lycée Pierre Mendès France, 3 mineurs ont été interpellés pour incendie de poubelles et jets de pierre sur les forces de l'ordre. Au lycée Joffre, par contre, le blocage a été reconduit ce matin dans le calme. Des lycéens très concernés, conscients de l'importance de leur mobilisation pour l'issue du conflit et qui récusent toute forme de manipulation. On écoute Lila, elle est élève de seconde, au micro de Jean Brun. Déjà, c'est un mouvement spontané de la part de tous les lycéens et des étudiants. Donc, c'est nous qui l'avons décidé. Et on en est arrivé ici tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que c'est nous qui faisions bouger les choses tout simplement. Et de toute façon, ça, le gouvernement sait très bien que c'est la jeunesse qui arrivera à faire changer les choses. Donc, du coup, on a tous décidé, donc, dans beaucoup de lycées en tout cas, de faire un blocus donc, pour montrer qu'on se prive d'éducation, qu'on fait des concessions pour voir les choses changer. En fait. Comment on va l'issue ? On va attendre mercredi pour voir si la réforme passe ou pas. Donc si elle passe pas, c'est super. Et si elle passe, on reconduit le mouvement. Sans lâcher l'affaire, bien sûr. Et une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain. Attention, perturbation à prévoir donc dans les transports. La SNCF annonce un peu moins d'un TER sur 2 avec un trafic assuré par train ou par autocar. 60% des TGV devraient circuler, 40% des TEOS. Toujours pas de Talgo. Le téléphone 0800 886 091. Pas de grosses perturbations par contre prévues à la TAM. À l'aéroport de Montpellier, on prévoit de nombreux retards et l'annulation de 45% des vols. Les écoles et cantines scolaires seront également touchées demain à Montpellier. Le visage du futur campus de Montpellier, lui, se dessine peu à peu. Les 3 universités de la ville devraient prochainement fusionner pour créer un pôle d'excellence. Aujourd'hui, le Presse, l'organe en charge de cette fusion, a désigné les architectes qui devront dessiner la future université de Montpellier. Explication avec Maxence Kerebel. Ce sera le futur cœur de campus de Montpellier, ou peut-être celui-là, on ne sait pas encore, car le jury qui devait désigner le lauréat chargé de dessiner le plan urbanistique de l'université en a finalement retenu 2, un cabinet d'architectes californiens et un autre montpelliérain. L'équipe locale a travaillé sur relier des entités. Alors que l'équipe internationale, l'équipe américaine, elle a beaucoup plus travaillé sur le concept d'avoir une image de marque. L'image de marque, c'est Hydropolis, c'est l'eau. Et sur, effectivement, ce qu'on avait demandé de fédérer l'ensemble de notre potentiel universitaire qui est éclaté par une coulée verte et une coulée d'eau. Voilà. Vous l'avez compris, on en reste encore au stade du concept, car pour l'instant, on ne parle pas des futurs bâtiments universitaires à construire, mais de la façon dont le campus va s'inscrire dans la ville. L'idée est d'éviter l'éparpillement actuel des sites et de bâtir un vrai campus. Pour cela, il va falloir d'abord que les 2 cabinets s'entendent et puis que les institutions politiques ou universitaires valident leur projet. L'idée est effectivement maintenant de les faire travailler dans un atelier qu'on pourrait appeler atelier de confection urbaine et dans lequel effectivement à la fois la ville et le Presse, en tant que maître d'ouvrage de tous ces espaces publics dans le temps, vont pouvoir travailler avec ces 2 lauréats en ayant un projet hybridé, une hybridation des 2 projets qui à mon avis sera tout à fait enrichissante et intéressante. Si cela vous semble très abstrait, sachez pourtant que les nouveaux bâtiments du cœur de campus
ou la future fac de médecine par exemple devrait être terminée pour 2017. Pour cela, ville, région et État vont dépenser en tout 500 millions d'euros. Élection municipale de Saint-Gilles, les divisions et conflits à droite avaient eu raison de la majorité municipale, ce qui a ramené les électeurs devant les urnes. Au premier tour, 3 listes plutôt à droite ou au centre se sont entredéchirées. À l'issue de ce premier tour, le maire sortant, l'UMP Olivier Lapierre, arrivé 3e, avait jeté l'éponge. Restait donc en lice Eddy Valadier, l'ex-premier adjoint du précédent, soutenu par l'UMP, arrivé largement devant au premier tour. Et face à lui, Alain Guédot, à la tête d'une liste positionnée à gauche. Et au final, c'est pourtant Alain Guédot que l'on voit sur ces images qui l'emporte. On va l'écouter au micro d'Alain Bellon. Aujourd'hui, peut-être que le XXe siècle s'ouvre pour Saint-Gilles et je vais travailler pour tout le monde pour que ce soit, en tout cas, un grand démarrage pour Saint-Gilles. Et bien entendu, je ne peux pas ne pas remercier tous ceux qui ont voté pour nous. Et une première réussie pour le marathon de Montpellier. Ils étaient finalement plus de 2500 hier matin sur la Comédie à parcourir la ville, les rues et avenues de la cité. Succès donc pour un premier marathon qui en appelle bien d'autres. Je retrouve le sujet, le reportage d'Olivier Roiran avant de retrouver le vainqueur. Ce sera tout de suite après. Il est sur ce plateau. On écoute Olivier Roiran. Décidément, le MHB joue à se faire peur. Si les Montpelliérains se sont imposés samedi face à Préchoff, s'ils ont mené au score tout le match, les hommes de Patrice Canaillé n'ont jamais réussi à faire le break. Une victoire 33-31 à l'extérieur qui relance tout de même l'équipe de Karabatic en Ligue des Champions. C'était le plus important, mais moi je pense qu'il y a eu la victoire et il y a eu aussi la manière parce que c'était un match extrêmement compliqué, dans des conditions difficiles. Atmosphère difficile, environnement pas simple, et je ne parle pas du public. Mais voilà, je trouve que dans les conditions dans lesquelles on est actuellement, je trouve qu'on a fourni un très bon match. Les 3 points et la manière, une double satisfaction pour le MHSC en Ligue 1 samedi. En battant Sochaux 2-0, les Payadins reviennent dans la première moitié du classement et se rassurent en dominant les Lionceaux et en réalisant de belles phases collectives comme sur le but de Younes Belanda. Et on finit par de la course camarguaise et le trophée des As ce week-end à Nîmes. La finale du championnat de France a couronné en beauté Loïc Ozol. Le leader du classement remporte cette finale et est donc sacré champion de France. C'est son 2e titre après sa victoire en 2007. Et bravo à Loïc Ozol, vous aurez rectifié de vous-même. C'était la synthèse, le résumé des événements sportifs de ce week-end. On va enfin passer à ce marathon. Il attend le reportage, il doit se revoir à l'image après tous ses efforts d'hier. Il est sur notre plateau, le grand vainqueur du premier marathon de Montpellier. Un reportage d'Olivier Roiran. Il s'élance à 9h précise ce dimanche matin, 1700 coureurs pour le marathon, plus 800 pour les relais. C'est parti pour 42 km 195 de bonheur et de douleur. Devant, il y a les amateurs de roller avec en tête la marraine du marathon, Souria Bonali. Après 5 km, un groupe d'une douzaine d'hommes mène la danse. La première femme, Edwige Gintran, n'est pas très loin. Au bord de la route, Pascal attend sa femme avec ses 3 enfants, mais elle est beaucoup plus loin au classement. On est venu sur plusieurs endroits et c'est l'avantage du parcours, le fait qu'on puisse circuler sur Montpellier et pouvoir venir les encourager à différents endroits. Ça, c'est bien. Grosse ambiance du côté des Arceaux alors qu'à 10 km, un nouveau ravitaillement attend les coureurs. C'est l'heure aussi du 2e relais pour certaines équipes, comme les triathlètes de Montpellier. On est 2e équipe relais masculin. Donc on est plutôt bien placé, donc on va essayer de rattraper ceux de devant, quoi. À la mi-course, 2 hommes se détachent, ils passent les 30 et 35 km ensemble, mais à l'entrée d'Antigone, Sadek Bala est seul en tête et il se fera passer dans les 3 derniers kilomètres. Le vainqueur du premier marathon de Montpellier, chez les hommes, c'est lui, Marc Philippe, un coureur de Villeneuve-les-Maglones. Il passe la ligne après 2 heures, 35 minutes et 8 secondes de course. Le parcours est quand même bon, il y a quelques
c'est assez vallonné. Il y avait un peu de vent. On est parti lentement et bon, j'ai géré ma course. Au 39e, je craque, je plie les jambes. Je manque un peu d'entraînement parce que j'ai à peu près 3 semaines, 1 mois d'entraînement. Et la première femme du marathon du début jusqu'à la fin, c'est la Lozérienne Edwige Gintran. Elle boucle les 42 km en 3 heures, 1 minute et 30 secondes. On peut pas dire que 3 heures sont exceptionnelles quand même, mais bon, c'est pas mal. Hein. C'est un marathon qui est bien vallonné. Il y a des bonnes côtes qui sont un peu difficiles psychologiquement, mais sinon un beau parcours, du temps idéal pour courir, donc c'était un bonheur de courir, quoi. Et il s'appelle Marc Philippe, vous l'avez compris, il est sur le plateau de 7L TV. Merci de nous avoir rejoints. Ça va les jambes, ça va les mollets? Écoutez, ça va certainement mieux que la plupart des participants d'hier, parce que bon, la victoire m'a donné des ailes et puis m'a certainement aidé à bien récupérer. À bien récupérer, pas de, comment on appelle ça? Courbature. Courbature, ouais. Non, bah écoutez, j'ai fait 25 km de... C'est au bout de 2 jours hein, que ça arrive, les courbatures. Oui, mais enfin bon, en étant préparé, entraîné... ça change tout. Vous êtes spécialiste de la course de fond, mais pas forcément du marathon. Non, parce que la dernière expérience sur marathon remonte à 98, où j'avais fait une performance... Donc il y a 12 ans, votre dernier marathon, c'était il y a 12 ans. Oui, mais parce que je garde un mauvais souvenir, un peu comme ça dit. Depuis, vous n'aviez pas rehaussé la distance? Non. J'ai préféré me rester sur 20 km ou semi-marathon parce que c'est quand même plus facile de préparer ce genre de distance et de récupérer. C'est vraiment un exercice très très particulier, on l'a vu, parce que votre second, lui, est un spécialiste du marathon. Il a déjà fait des très belles Oui, disons que voilà, en 2003, il a fait 2h15, mais là... C'est 15 minutes de moins que ce que vous avez fait, presque 20 minutes 20 minutes de moins, oui. Mais bon, si vous voulez, il a repris l'entraînement depuis peu. Et certainement qu'il n'était pas prêt pour les 42 km. Il a peut-être négligé de s'alimenter, de s'hydrater aussi, ça c'est très important. Un mot sur vous, un mot en plus. Vous avez 46 ans, ça va donner des idées à beaucoup de gens qui nous regardent. On peut gagner un marathon encore à 46 ans. Ben écoutez, à partir du moment où vous vous préparez spécifiquement, vous faites des sorties de pas loin de... Moi j'ai fait des sorties quand même de 35 jusqu'à 37 km. Avec donc des changements de rythme. Et je me suis préparé sur un rythme justement spécifique, à 16,5, c'est-à-dire 3 minutes 40 au kilomètre. 3 minutes 40 au kilomètre. C'est très très précis, hein, le marathon, ça se prépare de façon précise, on sait les foulées, le nombre de foulées, le rythme que l'on doit les foulées, non peut-être pas, mais le rythme cardiaque, oui, ça c'est fondamental. Il faut, jusqu'au 30e kilomètre, il faut éviter de dépasser 165 pulsations cardiaques. C'est-à-dire il faut garder 10% de réserve. Ça veut dire qu'on ne va pas tenir la distance. C'est ce qui s'est passé pour le parcours. Comment vous l'avez trouvé? Vallonné, hein, vous avez dit à l'issue. Oui, un peu sélectif, mais si vous voulez, je suis donc Montpelliérain d'adoption, j'habite Villeneuve, je connais Montpellier donc, depuis 25 ans, j'adore cette ville. Quand vous avez découvert des nouveaux coins, parce que beaucoup m'ont dit... Oui, le long du Lez notamment. Ils connaissaient le pas long du Lez, je connaissais, j'étais allé me balader au parc Mérique, mais par contre, le chemin qui borde le Lez, je ne connaissais pas. C'est magnifique. J'aimerais bien qu'il y ait des spécialistes du marathon. Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire évoluer, ce parcours? Écoutez, moi, Claude Alcade, si vous me regardez, si tu me regardes, parce qu'on se connaît un peu, je pense qu'il ne faut rien changer. Il ne faut rien changer, d'accord. Allez, il a pris parti, c'est bien, mais c'est important votre avis. Oui, je crois, parce qu'on passe à des endroits qui sont spécifiques à Montpellier, les Arceaux, la Mosson, Selle-Neuve, le Zénith. Un mot sur l'accueil. Comment vous avez été accueilli dans tous ces quartiers? Oui. Encouragé partout, oui, encouragé par les Selle-Neuvois, les Pailladins. Aux Arceaux, il y avait du monde, des fanfares de musique. Il y avait une très très bonne ambiance. Surya Bonali, vous l'avez vu après dans la course? Je l'ai aperçue, mais bon, elle était pas mal sollicitée. Cela dit, Surya Bonali, quand elle a pas eu sa médaille d'or au championnat du monde, j'ai pleuré. Je me rappelle. Ah d'accord. Enfin, vous aviez un souvenir particulier. Oui, parce qu'elle méritait.
Allez, Soria Bonali, si tu nous entends. Non, voilà, c'est Soria Bonali. Mais c'est sympa, c'est sympa pour elle. Vous allez faire d'autres marathons d'ici l'année prochaine, parce que vous allez forcément faire le deuxième aussi. L'an prochain? Oui. Oui, écoutez, ça, il faut que je négocie avec ma conjointe. Ah, d'accord. Mais donc, écoutez, madame, si tu nous entends, laisse faire le marathon, parce qu'il pouvait enchaîner une deuxième victoire, ce serait extraordinaire. Non, mais l'an prochain, oui. L'an prochain, celui de l'an prochain, mais pas de marathon avant. Non, ça ne m'intéresse pas. Montpellier. Parce que, voilà, Madame Mandrou, j'ai Richard Descou, le directeur du MAM, Sylvie Foudrinier, enfin, tous des gens qui sont compétents pour encadrer. Arrêtez, parce que vous allez forcément en oublier après. Oui, j'en ai oublié, mais enfin... ils se sont reconnus. Un petit bonjour aussi aux Villeneuvoises qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé et qui sont contents de ma victoire d'hier. Et vous leur avez très bien rendu tout ça. Merci beaucoup Marc-Philippe d'être venu jusqu'à nous. Merci de m'avoir invité. Si vous avez un petit rien de courbature, vous m'appelez quand même demain, ça me rassurera. Un petit peu quand même, j'ai les jambes un peu lourdes quand même. Voilà. Merci à Marc-Philippe et encore bravo à tous les marathoniens qui ont, même ceux qui n'ont pas fini, parce que déjà l'idée d'y aller, c'est déjà beaucoup de courage. En 5h55. 5h55. Et il était dans le coma l'an dernier. Une belle histoire aussi. Oui, tout à fait. Beaucoup de belles histoires autour de ce marathon et puis on essaiera d'y revenir bien sûr sur cette LTV. Merci encore Marc-Philippe, merci à vous tous d'avoir été fidèles encore une fois à cette LTV. Continuez, vous avez bien raison. Très bonne soirée et puis à très bientôt sur la chaîne. Bonsoir.